On est là pour présenter le cours de stratégie industrielle programmé pour semestre 6, filière sciences de gestion. On termine notre cours, comme on a expliqué dans les séances précédentes, les deux types de duopoles. On a dit duopole d'équilibre et le duopole de déséquilibre. On a expliqué le duopole d'équilibre d'après Cournot et Bertrand. On est passé aussi pour le duopole de Steckelberg qui a présenté le duopole de déséquilibre. Et cette fois-ci, comme on a dit chez Steckelberg, la situation a changé. Tout simplement, il a dit que les hypothèses ne sont pas les mêmes. Il s'agit toujours d'un marché à deux entreprises, oui, mais les entreprises ne sont pas pareilles, donc ils n'ont pas la même taille. Une qui est grande, d'accord, peut-être, et l'autre elle est moyenne, et ainsi de suite. Donc tout simplement, ici avec Steckelberg, donc les deux entreprises qui existent sur le marché, une qui est leader et deuxième qui est satellite. Juste après, donc il a dit qu'il n'y a pas, le marché n'est pas statique, et ici on trouve il y a une logique, comme expliqué, qui est évolutive et en même temps il y a une évolution qui est dynamique. Juste après, on a dit que les stratégies sont conjecturales et non conjoncturelles. Et comme ça, on se limite, vraiment on ne se limite plus à constater l'interdépendance des deux entreprises. C'est pas pareil comme chez Cournot et chez Bertrand. Mais ici, Steckelberg, donc il dit que chacune des deux entreprises anticipe la réaction de l'autre à sa propre décision. Et comme ça, les hypothèses de départ ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est les deux situations de duopole qu'on a en général, soit l'équilibre, soit déséquilibre. On a expliqué comment ça marche. Juste après, on peut dire que dans les stratégies duales qui existent sur le marché, parmi les stratégies industrielles, il y a une stratégie qui est très importante. C'est la stratégie de fusion et entente. Les stratégies de fusion et entente, ici on va trouver, il y a par exemple, on commence par la première, ce sont les fusions-acquisitions. Fusion-acquisition, on trouve que la concentration fait partie de la vie des entreprises. Donc ici on essaye de croître sans s'unir. On parle d'accord ici d'une croissance interne qui repose sur le développement d'une activité existante. Ça c'est donc ici on essaye de s'élargir, on essaye de croître, mais sans s'unir, sans d'aller demander quelqu'un d'autre. Et ici c'est ce qu'on appelle la croissance interne, qui repose déjà, comme on a dit, sur une activité qui existe déjà sur le marché. Mais ils peuvent également croître et s'unissant à d'autres groupes qui existent, cette fois-ci à l'extérieur, ce qu'on appelle la croissance externe. Ici, on a vu que dans les fusions-acquisitions, fusion, on se fusionne, acquisition, une et prend l'autre. Donc tout simplement, l'objectif ou le principe de base, c'est l'union. Mais l'union, ça peut être au niveau interne, ça veut dire que je ne demande pas quelqu'un d'autre qui existe de l'extérieur, c'est juste, je me suffis juste au niveau interne, et quelquefois, je passe au monde externe et je demande, d'accord, d'autres groupes pour se fusionner avec ce qu'on appelle la croissance externe. Donc ici, pourquoi on applique les fusions et acquisitions? Tout simplement parce qu'on déduit des intérêts et avantages d'après cette union-là. On trouve que l'acheteur y verra la possibilité de réaliser des économies d'échelle. De même, dans l'hypothèse d'une fusion-acquisition avec intégration verticale, l'acheteur bénéficiera d'un meilleur contrôle de la chaîne de production et l'accès aux matières premières. À cela viendra s'ajouter la synergie des circuits de distribution. Pour le vendeur, côté vendeur, pour une fusion-acquisition, peut permettre à l'entreprise cédante d'améliorer son profit en se recentrant sur des activités plus à la mode. Donc ici, dans la fusion-acquisition, ça existe deux éléments. Premier élément,
c'est l'acheteur qui achète la part. Et côté, il y a le vendeur qui vend sa part. Donc, tout simplement, l'intérêt pour l'acheteur, il achète parce que tout simplement, il va réaliser des économies d'échelle. Il y a une production de masse, il y a un achat important de matières premières. Tout simplement, ce qui va avoir, donc, on parle d'une intégration aussi verticale. Je vais acheter tout simplement pour ne pas laisser des concurrents sur le marché. Et comme ça, l'acheteur, ça veut dire qu'il va acheter des parts ou la totalité, il va avoir un meilleur contrôle de la chaîne de production et même aussi à l'accès aux matières premières. Donc à cela, aussi du côté vendeur, le vendeur quelquefois, il trouve que cette activité, il n'est pas bien sur cette activité. Autrement, cette activité est démodée. Donc il préfère quoi? Il préfère de vendre tout simplement et de se lancer dans d'autres activités qui sont à la mode. Donc ça, c'est ce qu'on appelle vraiment, c'est parmi le gain ou parmi les bénéfices de la concentration. Et comme on a dit, la concentration, il fait partie de la vie des entreprises. Lorsqu'on dit la vie des entreprises, ça veut dire qu'on essaie de faire quoi? On essaie d'aller voir ça parce que chaque entreprise, il cherche le gain, il cherche d'accroître, il cherche d'avoir plus de bénéfices. N'importe quel moyen, et parmi ces moyens-là, c'est les fusions, acquisitions qui est bénéfique pour les deux. Ça veut dire pour l'acheteur et pour le vendeur. Aussi, pour les freins et limites aussi, comme on a des intérêts, des avantages, on a aussi des freins et limites du processus de fusion-acquisition. Ici, on constate que les fusions-acquisitions ne sont pas des opérations sans risque, mais il y a le risque aussi, puisque leur taux d'échec dépasse 50%. Donc on trouve que la plupart du temps, on fait la fusion-acquisition, mais leur taux d'échec, il n'y a pas tout le temps la réussite. Et il n'y a pas tout le temps, d'accord, le bonheur avec la fusion-acquisition. Mais non, on trouve que vraiment le taux d'échec dépasse 50%, donc un pourcentage important. La raison principale de cet échec est un prix payé trop cher par l'entreprise acheteuse. Et ça, c'est vraiment parce qu'il paye cher, d'accord? Il n'aura pas par la suite les moyens pour s'engager, pour investir. De plus, certains redoutent des concentrations excessives qui finiront par être des monopoles. C'est ça qu'on veut éviter. C'est pourquoi le législateur a mis en place sur le marché des instances destinées, si nécessaire, à se protéger des fusions-acquisitions jugées excessives et ou contraires au bon respect des règles de concurrence. Donc ici, parmi les limites, pour être clair, qu'au lieu d'aller vers fusion-acquisition, rester sur l'oligopole, donc on va directement vers le monopole. Donc c'est pour cette raison-là, le législateur il a mis des instances qui sont destinées, si nécessaire, à se protéger des fusions-acquisitions au cas où. Parce qu'on a eu peur d'aller vers, on va vraiment être pas bien dans cette situation et de tomber dans la situation de monopole et on ne va pas respecter les règles de concurrence. Donc ça c'est parmi les points, les faibles de fusion-acquisition. On peut acheter fusion-acquisition, donc on peut acheter une partie, comme on peut acheter la totalité, d'accord, de l'entreprise. Donc l'acheteur peut acheter une partie de chez le vendeur ou il peut acheter la totalité. Ça, c'est parmi les fusions ou les stratégies duales, d'accord, de fusion et entente. Il y a fusion-acquisition. Il y a encore ce qu'on appelle, et ça qui est très important, il y a l'entente parfaite. Et ça, on est en train de parler d'un autre type de fusion. C'est l'entente. L'entente parfaite, c'est ce qu'on appelle le cartel. Le cartel,
Ici, la concentration fait partie de la vie des entreprises aussi. C'est pareil comme l'autre, c'est les fusions. Celles-ci peuvent croître. Le cartel est un oligopole où on va trouver la définition du cartel, c'est un oligopole où on va trouver les offreurs contrôlent le marché par une entente formelle. Donc ici, le marché est contrôlé par le cartel. Et le cartel, d'accord, par une entente formelle, par des écrits. D'accord? Voilà, vous prenez cette partie, moi je prends l'autre partie. Donc vous ne touchez pas ces clients-là, moi je ne touche pas les vôtres, ainsi de suite. Donc ça c'est, on est en train de s'entendre. On est en train, donc c'est une entente, comme on a dit, une entente vraiment parfaite. Ça c'est très important. Donc on peut assimiler un cartel à une concentration horizontale. Horizontale, ça veut dire où des grandes entreprises juridiquement et financièrement indépendantes ayant des activités semblables. Donc, ils vont s'entendre. Pourquoi? Ils vont s'entendre en vue de, premièrement, l'objectif c'est pour contrôler un marché en compliquant l'entrée des nouveaux concurrents. Et en même temps, on essaie pour maximiser les profits. Donc ça c'est vraiment ici quel type de stratégie? On est en train de parler d'une stratégie coopérative pouvant naître d'un accord soit formel ou un accord tacite on l'appelle. Donc en règle générale, les cartels agissent sur les prix et sur les quantités produites. Donc ça c'est, on est en train d'expliquer que le cartel, c'est pas pareil comme on expliquait chez Cournot, chez Bertrand, chez Steckelberg et tout. Ici, non. Ici, c'est autre chose. Ici, on est en train de parler d'une stratégie qui agisse sur les deux en même temps, sur le prix et sur les quantités produites. Il y a un cas de cartel qui est très bien connu dans le monde entier, d'accord? C'est l'OPEP, c'est l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Cette organisation, donc, est vraiment, il détermine le prix et il détermine aussi les quantités produites. Donc ça, c'est parmi le point les plus importants du cartel. Le risque reconnu au cartel, c'est son instabilité. Son instabilité en conséquence de l'opportunisme des agents économiques. Pour qu'il y ait stabilité, il faut que les quotas de production et le prix officiel qui s'y rattache soit respecté. Mais la firme opportuniste, si elle accepte bien le prix élevé imposé par le cartel, pourra être tentée de dépasser le quota de production, surtout si ses coûts de production sont faibles, recueillant ainsi un profit bien supérieur à celui déjà substantiel que lui procure le cartel. Pourra être tenté de dépasser le quota de production, surtout si, c'est quoi? Si ses coûts de production sont faibles, recueillant ainsi un profit bien supérieur à celui déjà substantiel que lui procure le cartel. Donc ça c'est ça se voit qu'on est en train de chercher quoi? On est en train de chercher un bénéfice. Et on peut arriver, donc ça dépend, le coût, si les coûts de production sont faibles, comme on a dit, on peut dépasser au cas où, parce qu'avec le cartel, on peut dépasser le quota de production, et comme ça, on peut recueillir, avoir un profit bien supérieur à celui déjà substantiel, on a dit. Et comme ça, c'est pourquoi un cartel sera d'autant plus stable que le nombre de groupes le constituant est faible et que leurs besoins sont semblables. Donc ici, le cartel est important. Le cartel, il peut réussir ses missions. Le cartel, il peut rester au cas où que ce groupe d'entreprises
il doit avoir juste donc un groupe constitué d'un nombre faible d'entreprises. Et comme ça, même aussi que leurs besoins doivent être semblables. Si on arrive à ça, à maîtriser le nombre d'accords, plus le nombre d'entreprises augmente, moins on a de profit et tout. Donc on essaie ici, moins on a de maîtrise aussi. Donc le cartel ici, pour réussir, pour être stable, donc il doit jouer que sur le nombre de quoi? Le nombre d'entreprises, il doit être faible. Et aussi, les besoins doivent être semblables. De plus, pour qu'il soit efficace, il faut que le cartel puisse faire respecter les accords passés entre ses membres. Donc ça, c'est un point qui est très important. On doit montrer que avec le cartel, ici, il y a le respect. On doit respecter les accords qui sont déjà signés entre nous. Si ces membres ne respectent pas ces accords, donc on peut dire que le cartel n'est pas efficace ou c'est pas un cartel. Parce que le cartel, il est basé sur quoi? Sur tout ce qu'on a dit, une entente parfaite avec tout ce qui est formel, donc des accords qui sont vraiment bien déterminés, sont légaux, sont tacites, autrement sont bien déterminés. Ça, c'est très important. L'objectif, si on va voir ici que l'objectif de chaque entreprise, c'est quoi? L'objectif, c'est de vraiment produire, mais produire avec des coûts de production moins élevés, et en même temps, la réalisation ou la maximisation des profits. Ce n'est pas que réalisation de profits, mais on essaie de maximiser les profits. Donc, on a vu, d'après les stratégies suivies par les entreprises ou les groupes industriels, ça c'est, parmi les types, c'est le cartel. On a vu encore fusion, acquisition, il y a beaucoup de choses. Donc, ça c'est qui existe sur le marché et qu'on voit. Donc, ici, lorsqu'on parle des entreprises dont soit fusion, acquisition, soit cartel. Donc ici, on essaie de répondre à ces besoins-là. Et comme ça, soit l'acheteur, soit le vendeur là, donc on essaie, donc il cherche quoi? Il cherche ce qu'on appelle le bénéfice, il cherche à maximiser le profit. Donc ça c'est l'exemple pour le cartel, l'exemple de l'OPEP, c'est un très bon exemple pour comprendre ça, parce que ici l'OPEP il maîtrise au niveau international, au niveau mondial, soit la quantité produite, soit le prix sur le marché. Si on laisse comme ça, si on dit que les accords n'ont pas respecté, donc on peut avoir des problèmes au niveau de prix de gasoil, de pétrole et de tout ce qui est produit pétrolier. Mais ici, donc ils ont mis d'accord, c'est un produit qui est noble et tout, donc on fait quoi? Tout simplement, on va maîtriser, on se met d'accord les producteurs pour maîtriser d'accord la vente et le prix et même la production. Donc ça c'est parmi les stratégies. Il y a encore, on arrive à un point sur le marché qu'on trouve, point qui est important, un marché qui est très bien connu, c'est la situation, le type de marché, c'est le monopole. Parce que on ne dit pas ça n'existe pas. Le monopole aussi, ça existe. Comme ça existe les duopoles, comme ça existe, comme on a dit, la concurrence imparfaite, la concurrence monopolistique, ça existe aussi le monopole. Mais cette fois-ci, le monopole, c'est pareil comme la concurrence pure et parfaite. La concurrence pure et parfaite, c'est une exception. On va trouver aussi que chez le monopole, à peu près, c'est la même chose. Et pour définir le monopole, donc c'est une chose à la fois simple et compliqué. Pourquoi simple? Simple si l'on se contente d'identifier le monopole à une seule entreprise présente sur un marché qui répond à la demande de l'ensemble des consommateurs. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est simple, que sur un marché, ça existe une seule entreprise, cette entreprise-là qui répond à la demande de l'ensemble des consommateurs. Et compliqué en même temps si l'on considère fort justement que cette définition est imparfaite, parce que le monopole c'est pas que ça. C'est pour ça qu'on dit que la définition de
ce qu'on appelle le monopole, elle est à la fois simple et compliquée. En effet, la réalité industrielle nous enseigne que l'existence de substituts aux produits proposés met fin à ce monopole. Donc une fois, et c'est ça la réalité, qu'on a un produit et je dois remplacer ce produit-là par un autre, tout simplement, on met fin à ce monopole, c'est simple, c'est clair. De même, il faut distinguer encore entre le monopole absolu et le monopole partiel, le monopole de production et le monopole de distribution. Donc ici, on va voir, il y a plusieurs types de monopoles. Ce n'est pas juste le monopole, la personne ou une entreprise qui domine un marché, c'est tout, et que les consommateurs l'achètent de chez elle. Mais non, ici, on va trouver que le monopole, il a plusieurs façons. Donc monopole absolu, monopole partiel, monopole de production, monopole de distribution. Plus généralement, l'approche du monopole se fait à partir d'un double constat. Le premier constat, l'absence de concurrence rendue possible par l'existence de barrières à l'entrée. Et deuxième, l'absence de concurrence due à des raisons naturelles. Donc ici, vraiment le double constat pour avoir ce monopole. Donc on est basé sur deux choses, sur l'absence. Soit l'absence vraiment de quelqu'un qui peut entrer sur le marché parce qu'on a mis des barrières à l'entrée, et comme ça il ne peut pas entrer, c'est difficile de rentrer, c'est impossible de rentrer parce que j'ai l'exclusivité, je suis le seul qui existe sur le marché et j'ai mis des barrières, soit encore l'absence de quoi? Pour des raisons, par exemple, de concurrence dues à des raisons naturelles que je suis le seul qui a ça. Donc ici, dans la pratique, en général, sur le marché, lorsqu'on parle de monopole, on a trois types. On peut distinguer dans la pratique, dans la réalité, trois types de monopole. Il y a le monopole classique, il y a le monopole naturel, et enfin, il y a le monopole légal. Donc, ce sont les trois types de monopole qu'on trouve donc en pratique. Le monopole, on commence par le premier type, le monopole classique. Le monopole classique procède de l'intervention des pouvoirs publics pour restreindre la concurrence sur un marché donné, afin de répondre à un objectif. Donc ici, il y a la nouvelle chose, c'est quoi? C'est l'intervention des pouvoirs publics pour atteindre un objectif. Le plus souvent, par exemple, l'aménagement du territoire, contrôle d'activités stratégiques, etc. Donc ici, pour l'aménagement, par exemple, de territoire, qui gère ça, c'est l'État. On ne laisse pas pour quelqu'un d'autre. C'est vrai, on cède des marchés. Ça, c'est autre, on cède les marchés, mais c'est moi qui fais l'aménagement du territoire, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est le monopole classique. Et vraiment, on parle de ce type de monopole parce que on a vraiment des stratégies ici. Lorsqu'on parle de stratégie des prix, dans ce cas-là. Et la stratégie, il y a deux types. Il y a des stratégies des prix à court terme et des stratégies des prix à long terme. Donc tout simplement, on peut dire où ça existe, et ça c'est très bien connu, et ici c'est dans le monopole, c'est le monopole naturel. Un concept ancien de monopole qui est évoqué par Stuart Mill. Il a dit que le monopole, dans son approche générale, peut être la conséquence d'une technologie contrôlée, ce qui va se traduire par l'émergence de grandes entreprises reposant sur une maîtrise technique. Stuart Mill ajoute que le monopole peut être artificiel ou légal. Donc ici, c'est un petit peu, il est simple, qu'avec Stuart Mill, il a dit que le monopole, il est vraiment la conséquence d'une technologie, mais ce n'est pas une technologie qui est maîtrisée, qui est contrôlée. Ma technologie, c'est à moi, c'est moi qui maîtrise cette technologie. Comme ça, on peut dire que le monopole naturel est alors caractérisé par des rendements d'échelle croissants. Ce que va confirmer Alfred Marshall.
confirmé la même chose, qu'une fois on est vraiment avec le monopole naturel, ça veut dire qu'on a des rendements d'échelle croissants. Il y a d'autres auteurs qui sont moins connus que Alfred Marshall et Stewart Mill. Il y a un auteur qui s'appelle Ely, qui a fait et a donné une définition très importante du monopole naturel. Il a dit que Ely propose 3 monopoles possibles. Le premier monopole, ceux qui sont définis à partir des sources d'approvisionnement. 2, ceux qui sont la conséquence d'une décision juridique protégeant le secret de leur technologie. Et 3e monopole, ceux qui ont des savoir-faire liés à leur activité, industrie de réseau par exemple, services publics et chemin de fer plus précisément. Donc ça c'est très important. Ça c'est les typos, les 3 monopoles, d'accord, qu'on a naturels, qu'on peut trouver des sources. Donc soit on a des sources d'approvisionnement, soit le secret de la technologie, on fait une décision pour protéger le secret de technologie, soit pour qui ont des savoir-faire qui sont liés à leur activité, par exemple le chemin de fer. Donc ici, on est en train de parler de monopole, on est en train de parler de tout ce qu'on peut parler. Jusqu'à maintenant, c'est ça qu'on a sur un marché. La réalité d'un marché, c'est ça. Le monopole, soit un monopole, soit on va trouver les duopoles, les oligopoles, et soit donc, comme on a dit, ça reste tout le temps, tout ce qu'on appelle la concurrence pure et parfaite reste, c'est l'exception. Donc il faut pas, on doit distinguer entre, si on arrive à comprendre la réalité du marché, donc on n'aura pas de problème par la suite. Parce que on peut dire que c'est vrai, il y a le monopole pour des raisons, comme on a dit, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons encore économiques, soit pour plusieurs raisons. Ça existe encore le duopole. Pourquoi le duopole? Parce que les entreprises, avec l'oligopole, elles essayent de maîtriser le marché, elles essayent de voir qu'est-ce qu'on a, d'accord? Et ça se passe juste pas comme ça, mais ça se passe par les stratégies de fusion acquisition ou soit par le cartel. Donc ça reste, tous ces éléments-là sont importants, d'accord? Il y a des stratégies qu'on va voir par la suite de l'entreprise ou des entreprises qui est en train de suivre pour maîtriser ou pour maîtriser le marché, sont les stratégies de prix ou les stratégies de différenciation aussi. Donc on va voir par la suite, donc ça sera détaillé et merci beaucoup.